mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres à la une. Le chef de l'État est à Riyad. Alassane Ouattara compare au premier sommet Arabie Saoudite Afrique. Hier ce matin, ces assises sont intensifier les relations et surtout accroître les opportunités d'investissement et chef de sa tournée à Abidjan, avant de quitter le pays, il a été reçu par le vice-président de la République au renforcement de la coopération et surtout le point de la prospection des opportunités en Côte d'Ivoire sont entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre. Le dossier Vidici vous sera proposé dans cette édition. Les résultats de plusieurs recherches dans le domaine de la santé et de l'environnement en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo seront mis en lumière dans quelques instants. De suivre l'information sur RTI 1. Nous vous le disions au titre, le président de la République Alassane Ouattara a pris part ce vendredi 10 novembre au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Cette assemblée se tient à Riyad, au Centre international de conférence Roi Abdulaziz, une occasion pour le chef de l'État ivoirien de saluer les initiatives entreprises par le Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Awa Touré. Le Royaume d'Arabie Saoudite et les États africains décidés à unir leur destin. D'où le sens de ce premier sommet Arabie Saoudite-Afrique ouvert ce vendredi à Riyad. Autour du souverain de l'État berceau de l'islam, le roi Salman Abdelaziz Al Saoud, plusieurs chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, qui loue l'opportunité d'une telle rencontre. Je voudrais avant tout propos exprimer ma profonde gratitude aux serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à son Altesse royale, le prince héritier, président du Conseil des ministres ainsi qu'au gouvernement et au peuple saoudien pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée dans votre beau pays. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je salue la tenue de ce premier sommet Arabie Saoudite-Afrique qui consacre l'engagement constant depuis plusieurs décennies du Royaume d'Arabie Saoudite en faveur du développement de l'Afrique. Notre rencontre nous permettra de renforcer le partenariat entre l'Arabie Saoudite et les États africains et d'évoquer les défis mondiaux du moment. À cet égard, je voudrais, en ma qualité de champion du suivi de l'agenda 2063 de l'Union africaine, remercier les plus hautes autorités saoudiennes pour leur soutien décisif qui a permis l'entrée de l'Afrique au G20. Dans ce contexte, je voudrais encourager le gouvernement saoudien à financer à travers le Fonds saoudien pour le développement les projets structurants de l'agenda 2063. En effet, l'Afrique offre d'importantes opportunités d'investissement dans les domaines prioritaires de ce sommet que sont l'agriculture, l'éducation, la santé et l'action humanitaire. Par ailleurs, nous encourageons l'Arabie saoudite à accompagner les pays africains dans leur transition énergétique, à travers notamment le financement des énergies renouvelables. Selon le président Alassane Ouattara, de telles aspirations doivent être à l'image de la coopération bilatérale entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Ces dernières années, les deux pays ont intensifié leurs relations dans plusieurs domaines. Sur le plan bilatéral, je me réjouis de la qualité des relations que mon pays, la Côte d'Ivoire, entretient depuis des décennies avec l'Arabie saoudite. Ces relations ont connu un regain de dynamisme à l'occasion de ma visite d'État
en 2019, qui a permis d'initier d'importants projets de développement. De plus, la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'initiative Route de la Mecque lors du Hajj 2023, ainsi que d'un don d'environ 3 millions de dollars américains pour l'achèvement des travaux de construction de la plus grande mosquée du quartier des affaires de notre capitale économique Abidjan. Nous devons approfondir davantage la coopération entre nos deux pays. J'invite donc les investisseurs saoudiens à saisir les opportunités d'affaires qu'offre le Programme national de développement 2021-2025, notamment les projets de transformation du cacao et de l'anacarde. Depuis cette tribune, le chef de l'État appelle à une résolution rapide du conflit entre Israël et le Hamas. Je ne saurais terminer mes propos sans lancer un appel à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à l'ouverture de couloirs humanitaires ainsi qu'à l'instauration d'une paix durable à travers la création de 2 États, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Ce premier sommet ouvre une nouvelle ère de coopération entre les États africains et le Royaume d'Arabie saoudite. Dans la même veine, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu Brice Oligui Nguema. Le président de la transition gabonaise sur place à Riyad a tenu à bénéficier des conseils du chef de l'État ivoirien. Restons avec Awa Touré. Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, en marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique, est venu faire ses civilités au président de la République, Alassane Ouattara, et bénéficier de ses conseils afin de mener à bien la transition au Gabon. Le président Ouattara étant un ami de longue date du Gabon, et aussi de par l'amitié que nos anciens chefs d'État, Feu Omar Bongo Ondimba et Feu Houphouët-Boigny, ont toujours eu cette considération entre eux. Donc nous avons bénéficié de ces conseils, comment mener à bien cette transition et comment nous aider. Nous comptons également sur le soutien du président Ouattara, qui est un grand frère et qui est un ami du Gabon de longue date, afin qu'il puisse peser également de son poids, notamment sur la scène internationale, pour que le Gabon soit apaisé des sanctions. Le Gabon est entré dans une phase de transition suite au scrutin présidentiel du 30 août 2023. Retour à Abidjan, Temoko Meliet Kone, vice-président de la République, a échangé avec le Premier ministre de la République tchèque. C'est ici à Abidjan que Petr Fiala, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, a achevé ce vendredi sa visite de travail de près d'une semaine en Afrique subsaharienne. Le renforcement de la coopération, la prospection des opportunités en Côte d'Ivoire sont des points abordés durant cette réunion. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, a reçu également ce vendredi à la primature son homologue tchèque. Petr Fiala, arrivé jeudi soir en Côte d'Ivoire, a tenu à montrer son engagement à partager avec la Côte d'Ivoire son expertise dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'agriculture et l'énergie. Le chef du gouvernement tchèque était aussi présent au Business Forum ivoiro-tchèque. Des présentations très détaillées, des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire et des rencontres B2B entre entreprises ivoiriennes et tchèques ont meublé cet événement. Je vous invite à suivre le reportage de Dangui Dangui. Dans bien des domaines, notamment dans l'agriculture, l'industrie, la recherche scientifique et la santé, la volonté croisée des autorités ivoiriennes et tchèques de travailler ensemble pour augmenter le volume des échanges économiques entre les deux pays s'est matérialisée. En présence des membres du gouvernement des deux pays, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Confédération d'industrie tchèque ont signé un protocole d'accord. Le secteur privé est placé au cœur de la création de la richesse nationale. La question de la souveraineté alimentaire est devenue un véritable enjeu pour lequel des partenariats privés-privés entre entreprises ivoiriennes et tchèques, soutenus par les deux gouvernements, sont plus que souhaités. C'était à l'ouverture du Business Forum ivoiro-tchèque où, représentant le Premier ministre ivoirien, Kobena Kwasi Adjoumani a présenté le potentiel de son pays à la douzaine d'hommes et de femmes d'affaires tchèques présents. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, un pays d'avenir, un havre de paix.
Et le secteur privé tchèque est donc invité à investir massivement en Côte d'Ivoire en saisissant l'ensemble des opportunités qui s'offrent à lui dans le cadre de partenariats prospères et de long terme. Des présentations plus détaillées des opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et des rencontres B2B entre entreprises tchèques et ivoiriennes ont été les grandes articulations de ce Business Forum ivoiro-tchèque organisé en marge de la visite officielle du Premier ministre de la République tchèque en Côte d'Ivoire. Un autre sujet à présent, le Rotary Club Abidjan Golf a organisé un gala durant cette soirée dénommé la Nuit de l'Espoir. 3 personnalités ont été distinguées pour leur contribution au bien-être des populations. Parmi elles, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Les détails avec Chris Diomandé et Abou Sanogo. 3 personnalités ivoiriennes intervenant dans divers domaines d'activité distinguées au dîner gala de bienfaisance du Rotary Club d'Abidjan Golf dénommé Nuit de l'Espoir. Il s'agit de Nyabayao, cadre commercial dans une boîte de la place, reconnu pour son abnégation au travail. Docteur Roselyne Somé, connue dans le domaine de la santé. Femme et dévouée dans son métier de pédiatre au CHU de Trècheville. Adama Bictogo a reçu de façon exceptionnelle la citation du président du Rotary International et le titre de Paul Harris Fellow, du nom du fondateur du Rotary International. Je voudrais saluer le Rotary qui, par ses actions, traduisent ce que devrait être l'humanité, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, la générosité, l'humilité, l'écoute et la tolérance. Et je voudrais donc dédier cette distinction à tous ceux qui, partout, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que des enfants survivent. Le président du Rotary Club Abidjan Golf, ces personnalités distinguées sont des exemples à suivre. C'est aussi une action pour nous de reconnaître aussi ces gens qui font parler leur cœur, qui agissent au quotidien dans le silence, dans l'édification de l'œuvre humanitaire et puis de la paix en Côte d'Ivoire. Le parrain de la cérémonie, Ian Yakoubassi, n'a pas manqué de rendre un hommage à ces personnalités. À ce gala de bienfaisance, des fonds ont été levés pour le financement d'œuvres sociales qui seront menées par le Rotary Club Abidjan Golf. Ce sont la réhabilitation et l'équipement de plusieurs centres de soins des mères kangourous de Côte d'Ivoire et ouvrages éducatifs de la bibliothèque et du lycée moderne de Nouamou dans le sud de Komoé. Le fourrage et l'adduction en eau du village de Petit Danani et la construction d'un château d'eau dans un village de Sikensi. L'Assemblée nationale présidée par Adama Bictogo est en pleine session parlementaire. Les ministres des Transports, de l'Environnement, de l'Hydraulique, de la Transition numérique, des Eaux et Forêts et des Sports face à la Commission des Affaires économiques et financières. Au menu, l'adoption de leur projet de budget 2024. Plus d'informations avec Franck Ouadio. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières adoptent à main levée les projets de budget 2024 de 6 ministères. Le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré, Boaké Fofana de l'Assainissement et Laurent Tchagba des Eaux et Forêts, en mission remplacée par son homologue Amédée Kouakou, constituant le pôle 7 Environnement, cadre de vie et protection de la nature, échange point par point avec les députés sur les différents axes stratégiques pour l'exercice à venir, une satisfaction. C'est un total de 502 milliards de ressources qui ont été votées par la Commission à l'unanimité de ses membres. Nous avons apprécié la vigueur des débats, la pertinence des questions et nous voulons en tout cas remercier l'ensemble des membres de la Commission et nous sommes prêts en tant que membres du gouvernement à revenir à tout moment. Les ministres des Transports et de la Transition numérique sont soumis au même exercice. Tous les deux revendiquent une politique d'adaptation aux normes actuelles. En ce qui concerne la digitalisation et la transition numérique, premièrement, la simplification des procédures, mais également pour améliorer donc, la gestion des ressources publiques. Donc nous sommes heureux que ce budget ait été adopté qui nous permettra donc de traduire en actes les instructions qui ont été données par M. le Président de la République. En ce qui concerne le ministère des Transports, c'est la poursuite des réformes que nous avons engagées pour améliorer donc, la sécurité, moderniser le transport dans son ensemble. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre des Sports et du Cadre de vie, plus de 40 milliards dédiés
mais surtout rassurer l'hémicycle sur le bon déroulement des préparatifs de la CAN 2023. L'actualité, c'est la CAN de l'hospitalité, la CAN qui rehausse l'image de la Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens se mobilisent pour accueillir toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. L'examen du projet de loi de finances portant budget 2024 regroupe tous les ministères en sphère d'activité de 9 pôles. Toujours à l'Assemblée nationale, les ministres en charge de la culture, de la communication, du tourisme et de la promotion de la jeunesse étaient également présents. Ils ont défendu leur budget pour 2024 et ces projets de loi ont été adoptés par les députés. Sur place, Didier Nguissan. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, présente et défend le projet de budget 2024 de son département. 24 97 725 789 francs CFA. À sa suite, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, évalue le budget 2024 de son ministère à 37 507 99 582 francs CFA. Des programmes sur la promotion de la jeunesse, l'insertion professionnelle et le service civique vont exiger 65 508 579 640 francs CFA. Le ministre Mamadou Touré, représentant également son collègue du tourisme et des loisirs, a présenté les projets qui doivent faire passer la Côte d'Ivoire de la 3e place du tourisme d'affaires en Afrique à la 1re place. Pour cela, il sollicite un budget de 14 38 millions de francs CFA. Après les contributions et amendements des députés, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale adopte les 4 budgets présentés. Cela montre tout l'intérêt qui est apporté donc à nos ministères. Et ces crédits que nous avons demandés correspondent à l'ambition du chef de l'État d'avoir donc un département de la culture qui soit donc je dirais un moteur donc de développement de notre pays, qu'au niveau de la jeunesse avec le programme donc de l'emploi jeune qui a été développé et plus récemment le programme jeunesse du gouvernement, que donc ce ministère puisse assurer davantage la promotion donc de l'emploi de la jeunesse. Et au niveau de la communication, bien entendu, il s'agira de donner plus de visibilité à toutes ces actions qui sont posées afin de permettre donc à notre pays de rapidement atteindre son ambition d'être un pays donc à revenu intermédiaire de classe supérieure. Il va sans dire que le tourisme contribue également à cela. Les taux d'exécution des budgets 2022 des 4 ministères oscillaient entre 98 et 99%. Après la Chambre basse, intéressons-nous aux activités de la Chambre haute. Le Sénat est au travail. En témoigne l'adoption du projet de loi portant nouveau statut du corps diplomatique ivoirien. Ce projet de loi, introduit devant la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, a été approuvé par l'ensemble des sénateurs présents. Kader Sogodougou. Ouattara Ouattara, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, applaudissant, tout heureux. Kandia Kamisoko Kamara, la présidente du Sénat, ne laisse pas cacher sa joie. Le corps diplomatique ivoirien a un nouveau statut qui va lui conférer un mieux-être. Cette loi a été adoptée par le gouvernement, Monsieur le Président, tenez-vous bien, le 9 novembre 2022, puis aujourd'hui par le Sénat le 9 novembre 2023, un an jour pour jour. Madame la Présidente du Sénat, je voudrais vous exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude pour le travail que vous avez accompli, pour avoir porté sur les fonds baptismaux ce projet qui aujourd'hui connaît un aboutissement heureux. Mes remerciements vont enfin à l'endroit de la Corporation des diplomates pour leur patience et leur foi dans l'adoption de ce texte. Ce jour, Monsieur le Président, est un jour historique que les diplomates ivoiriens ne sont pas prêts d'oublier. Et la grande famille de la diplomatie, à travers mon humble voix, vous remercie. Des sacrifices pour la nation qui méritent reconnaissance. Kandia Kamisoko Kamara a pensé, voulu et obtenu ce projet de loi
pour le corps diplomatique. La diplomatie joue un rôle prépondérant dans les interactions de notre pays avec les autres États du monde entier. Dans ce jeu d'intérêts souvent divergents, la diplomatie veille à la préservation des intérêts politiques, économiques, sociaux, sécuritaires ou même culturels de la Côte d'Ivoire. Il paraît évident dans ce contexte que la situation des acteurs qui ont en charge la mise en œuvre de la politique étrangère de notre pays fasse l'objet d'une législation qui améliore leur profil de carrière et prend en compte les spécificités liées à leur mission. Plan de carrière, octroi de nouvelles indemnités, mise à la disposition du ministère des Affaires étrangères du fonctionnaire en activité dans une autre administration pour suivre son conjoint, membre du corps diplomatique affecté à l'étranger, etc. Il est bon de savoir que la Commission des affaires sociales et culturelles, présidée par le sénateur Michel Benoît Koufi, a voté le texte à l'unanimité. Dans le domaine de l'administration, Anne-Désirée Oloto a rencontré récemment les directeurs des ressources humaines des différents ministères. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, a fait le point des agents affectés des concours de 2019 à 2021. Grâce Kondo. 0 admis au concours administratif non affecté, une volonté affichée par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Sur les 4252 nouveaux fonctionnaires non affectés issus des concours administratifs 2019, 2020, 2021, plus de la majorité a été absorbée. C'est ce qui ressort de la rencontre semestrielle entre les directeurs des ressources humaines et le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Beaucoup d'efforts ont été faits et aujourd'hui on a un taux d'absorption, donc de mise en service de 96%. Donc il nous reste un résultat de 4% de fonctionnaires à mettre effectivement au service. Au sortir de cette rencontre, les directeurs des ressources humaines ont pris l'engagement de faire en sorte que cela soit une réalité avant la fin de l'année. La formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, une priorité également pour le gouvernement. Ces gestionnaires des ressources humaines de l'État reçoivent des documents de cadrage. C'est de présenter déjà ces documents à l'ensemble de nos services, notamment la sous-direction de la formation, et piloter avec donc cette sous-direction-là la présentation de ce document à l'ensemble des fonctionnaires de nos départements ministériels. Les directeurs des ressources humaines au sein de leur ministère permettent à l'ensemble des fonctionnaires et agents de bénéficier de formations continues afin d'acquérir de nouvelles compétences utiles dans leurs différentes fonctions. Donc avec ce document, ça vient encore à point nommé bonifier déjà ce que nous avons déjà entamé. 3 principes devront guider les actions dans le domaine de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Rechercher la performance de l'action publique, accompagner le parcours professionnel des fonctionnaires et agents de l'État et optimiser leur carrière. Promouvoir la redevabilité et la bonne gouvernance pour une qualité de service. Le bilan du contrôle électronique de présence au poste de travail au titre de l'année 2022 a été dressé. Selon la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'opération a permis de contrôler 248 941 fonctionnaires et agents de l'État sur 251 426, soit 99,01%. Le ministère en charge de la jeunesse poursuit ses actions à la 5e édition du MIVA, marché ivoirien de l'artisanat dédié à la jeunesse. Le ministre Mamadou Touré a animé un panel sur l'entrepreneuriat dans ce secteur. Il a présenté les multiples opportunités qui s'offrent à cette frange de la population et les mesures pour les accompagner. Le reportage de Serge Pacom Didi est commenté par Abdoulaye Koné. Dans le cadre de la valorisation du secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire, se tient à Abidjan la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA. Un moment mis à profit par de nombreux exposants pour faire montre de leur savoir-faire et parmi eux figurent de nombreux diplômés. C'est dans cet univers que se bousculent des entrepreneurs, mais aussi des passionnés des métiers de l'artisanat. Diplômé d'un master en économie. En vrai, ce qui m'a dirigé vers l'artisanat, c'est ma passion. Voilà, c'est la passion pour d'abord le stylisme. Et moi, j'ai décidé de me démarquer un peu en utilisant le lin
le lin qui est ma matière première sur lequel j'ai décidé d'ajouter de la broderie. Ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui me sert tant bien que mal dans mon activité actuelle. Alors, j'ai un Master 2 en marketing et intelligence des affaires. J'ai découvert au fur et à mesure cette passion-là pour l'art africain. Et au fur et à mesure du travail, j'ai incorporé des écritures africaines que j'ai découvertes. Oui, je suis agent de voyage de formation et après ça, je me suis rendu compte que j'avais l'amour de l'entrepreneuriat. Je voudrais vraiment encourager un jeune qui est à la maison, qui est découragé. Il y a quelque chose qui est en toi que tu peux réveiller et ça peut devenir une entreprise. Comme pour renforcer la vision du chef de l'État, l'édition 2023 du MIVA fait la part belle à la jeunesse, d'où de nombreux panels pour réfléchir à la question de l'inclusion et du développement social. Ici, par exemple, c'est le ministre Mamadou Touré et Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat du Congo, qui prennent la parole. Les deux personnalités ont choisi de mettre en avant les politiques de valorisation et la formalisation du secteur de l'artisanat et la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ce panel nous a permis, avec ma collègue du Congo, d'explorer toutes les possibilités, les niches d'opportunités dans le domaine de l'artisanat. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons près de 245 corps de métiers. Et ce que nous disons, c'est que ce secteur constitue donc une opportunité donc de reconversion, de formation, d'insertion pour des jeunes. Au niveau de mon ministère, avec le programme PGDEC et autres initiatives de mon ministère, en 2 ans, c'est plus de 18 000 jeunes qui ont bénéficié de programmes donc, de formation avec la Chambre des métiers ou d'autres structures dans le domaine de l'artisanat. En cette année de la jeunesse, avec le programme Jeunes du gouvernement qui court sur la période 2023-2025, avec pour objectif donc d'insérer 1 500 000 jeunes, ce secteur constitue pour nous une opportunité. Une activité marquée par la signature d'un protocole d'accord entre l'Agence Emploi Jeunes et la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. L'activité de ce jour s'est achevée par une visite de stand tenue par des jeunes ayant bénéficié de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire. On a l'habitude d'entendre que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Adage battu en brèche par des groupes de chercheurs africains, ils viennent de proposer leurs découvertes à travers des consortiums distingués dans le domaine des sciences de la vie et de la terre. C'est un pan du PARI, programme d'appui à la recherche et à l'innovation que nous fait découvrir Walter Amadou Ouattara. Cotonou, capitale du Bénin. À quelques encablures de l'université Abomey-Calavi, nous rencontrons au quartier Zobadier Castève Konou, couturier de son état, qui a eu recours à un produit de la pharmacopée locale pour traiter une indigestion. Je souffrais de la diarrhée, j'avais un ami, puis c'est comme ça je lui ai fait part de ça et il m'a proposé des produits et fait part le laboratoire. J'avais pris ça comme du thé. Et quand j'ai pris ça, je n'ai plus vraiment senti ce que je sentais. J'ai apprécié le produit. C'est le résultat d'environ 2 années de travaux des chercheurs réunis au sein d'un consortium dénommé Covidram. Ils s'intéressent au traitement des symptômes de la Covid. Pour la population, nous avons pu mettre au point 3 phytomédicaments. Nous avons un pourcentage d'efficacité qui doit tourner autour de 90-92%. Relever les défis locaux dans plusieurs domaines tels que la santé et l'environnement demeurent des objectifs de ces chercheurs africains. Au Togo, découvrons ensemble cette équipe du laboratoire d'études forestières composée également de jeunes doctorants impliqués dans la maîtrise de la reproduction de l'arbre rosewood, communément appelé bois de veine. J'ai pu mener à bien une thèse et cette thèse elle a porté sur Pterocarpus erinaceus, notamment sur la propagation et la conservation de cette espèce au Togo. On a exploré l'aspect physiologique pour comprendre comment la plante se développe dans ces stades de jeunes plantules à partir de graines, mais également à partir de boutures. Les pépinéristes et même les exploitants forestiers avaient un engouement pour cette espèce. D'ailleurs, en 2016, le gouvernement togolais a été obligé de soustraire cette espèce de l'exploitation parce qu'il y avait une forte pression sur cette espèce. Malheureusement, l'espèce de cet arbre est en danger.
On l'utilisait beaucoup dans nos milieux pour fabriquer les mortiers, pour nourrir les animaux ou dans l'artisanat. En 2005, le Togo était devenu un pays exportateur et beaucoup de pays de la sous-région. Donc anticiper pour connaître la sylviculture de la plante et aider les populations à planter cette espèce-là, je peux saluer cette initiative du laboratoire de recherche forestière de l'Université de Lomé. La visite d'un champ-école et d'une parcelle d'expérimentation permet de voir de plus près les avancées de la recherche. L'objectif de ce travail, c'était pour voir l'effet des mycorhizes sur la croissance des plantes de Pterocarpus. Les mycorhizes, c'est des micro-organismes capables de capter la dose atmosphérique, permettant aux plants de croître. Ça remplace l'engrais chimique que nous apportons aux plants. De véritables lueurs d'espoir pour les ébénistes et les exploitants forestiers qui ignorent encore la possible reproduction du bois d'ébène en seulement 18 années au lieu de 40 à son état sauvage. Ces dernières années, nous avons des difficultés pour gagner le bois. Les bois n'ont plus les formes parce qu'on a pris les gros bois et il nous reste seulement des brindilles que nous utilisons. Ces résultats sont possibles grâce au soutien de la CEDEAO à travers le programme d'appui à la recherche et à l'innovation PARI. Notre rôle en tant que coordonnateur, c'est d'amener les chercheurs de la région à travailler ensemble de sorte à mettre en place des programmes régionaux qui puissent lutter contre la pauvreté. Pour ambition de démocratiser le traitement antipaludique, la Côte d'Ivoire est élue au projet PARI. C'est donc une équipe pluridisciplinaire qui va faire des travaux complémentaires pour aboutir à la valorisation de recettes qui sont traditionnellement utilisées pour soigner le paludisme en Côte d'Ivoire. Les deux premiers consortiums ont reçu chacun un financement d'un montant de 200 000 $ américains, environ 123 millions de francs CFA de la CEDEAO. Ce montant leur a permis d'acquérir des équipements de pointe. Le modèle C-Élégance permet globalement de mener à terme des expérimentations animales. Si un composé peut inhiber des bactéries dans un organisme vivant. Donc aujourd'hui, dans ce laboratoire, nous avons l'essentiel. Grâce à ce programme-là, je peux faire la coupe anatomique du bois, je peux l'observer, je peux faire mes photos, je peux analyser la structure du bois, je peux faire tout ce que je veux. L'un des atouts du projet PARI, c'est le réseautage afin de favoriser l'intégration régionale ainsi que des partenariats entre pays parlant différentes langues officielles. Et c'est pourquoi nous avons le slogan la CEDEAO du peuple. C'est quand nous mettrons cette convergence de chercheurs ensemble, nous en avons, c'est ce que le forum fait tous les 2 ans en permettant à des jeunes chercheurs, des inventeurs ou des innovateurs, comme on le dit, de venir mettre sur la place publique leur production. Satisfaction totale pour le président de la commission de la CEDEAO qui accorde une importance à la transformation, au développement inclusif et durable de la région. Nous avons mis en place des prix qui visent à récompenser les activités de recherche scientifique et les communautés scientifiques de la région. Et dans le département en charge de l'éducation, la science est en train de prêter attention aux nombreux défis en appuyant les activités de plusieurs groupes de chercheurs de notre région réunis en consortium en facilitant la communication et l'interaction entre nos scientifiques et ceux du reste du monde. Et je pense que l'importance de la science doit être reconnue par la CEDEAO. À partir de la pharmacopée et des innovations technologiques, issues des réflexions des chercheurs africains, le PARI entend mettre un accent sur le traitement de toute pandémie ou résoudre des difficultés qui minent le quotidien des populations de la zone communautaire. Merci à tous ces chercheurs qui font la fierté de l'Afrique. Une page triste à présent, décédé à Paris le 2 octobre à l'âge de 71 ans. L'archevêque émérite de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, a été inhumé ce vendredi à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de ladite ville. C'était en présence de la communauté catholique et de plusieurs personnalités, dont la ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, venait apporter la compassion du gouvernement à la communauté catholique. Ami Sissoko. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo,
repose désormais depuis ce vendredi matin à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Décédé le 2 octobre dernier à Paris, c'est dans la soirée d'hier que la communauté catholique du Poro a accueilli la dépouille de celui qui repose aux côtés de Monseigneur Auguste Nobo, son prédécesseur. Homme de paix, d'amour et de foi, Monseigneur Marie-Daniel Dadier l'a été durant son ministère, selon les témoignages. Nous retenons de l'homme quelqu'un de très sociable, un homme au contact de tous, qui ne faisait de distinction aucune dans les relations avec les hommes. C'était un homme populaire et avec le monde qui s'est déplacé jusque sur Korogo, on aurait dit la fête de son ordination épiscopale. La messe de requiem, dite pour le repos de son âme, célébrée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, est présidée par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Le Seigneur qui t'a appelé aujourd'hui reconnaît tout ce que tu as fait. Et comme il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, a été fait au nom du chef de l'État Alassane Ouattara à titre posthume, officier de l'ordre national. Nous vous faisons officier de l'ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. La ministre d'État, ministre de la fonction publique Anne Désiré Ouloto, a également exprimé la compassion du chef de l'État et du gouvernement au clergé. En leur nom, elle a fait don de 40 millions de francs CFA. Il a contribué à la stabilité de notre pays, au rapprochement interreligieux. Il a soutenu les épreuves difficiles que notre pays a traversées. Et le gouvernement voudrait s'en souvenir. Et c'est au nom du président de la République que la nation le lui reconnaît. Et nous avons donc fait ce déplacement pour l'honorer au niveau national. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, avait à son actif 40 ans de sacerdoce et 25 ans d'épiscopat. Il est décédé à 71 ans. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. À l'international au Mali, Kidal est sur le qui-vive. Cette ville du Nord est le fief des rebelles du CSP, cadre stratégique permanent. Elle est aussi l'objectif affiché de l'armée malienne qui entend y investir. Le camp militaire quitté le 31 octobre à la MINUSMA. Ces derniers jours et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, l'armée a procédé à des tirs de drones, toujours à Kidal, où les réseaux téléphoniques sont débranchés depuis hier soir. Et pour terminer, en raison du championnat féminin, les journaux de 20h du samedi 11 et dimanche 12 novembre vous seront proposés à 19h. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.